Bonjour, moi mon nom c'est Foster Nadeau. J'espère que votre repas se déroule bien. L'actualité économique et politique des derniers mois continue d'être fertile sujet d'intérêts divers, que ce soit aux États-Unis, en Chine ou en Europe. Il me fait plaisir de vous présenter Marc Dalpé de Dalpé Millet. Il vous entretiendra sur plusieurs de ceux-ci et vous permettra de comprendre un peu mieux les grands mouvements mondiaux qui se jouent présentement. Merci et bonne présentation. Ma vue ne s'améliore pas d'une année à l'autre, excusez-moi. Bonjour à tous. On m'a demandé depuis combien de temps que je fais cette présentation-là. Ça fait 7 ans. C'est la 7e année où le groupe Dalpé Millet est heureux de vous convier et de partager avec vous ses vues sur les marchés financiers et sur l'économie. Vous répondez, comme je peux voir, à l'appel en très grand nombre encore cette année et on vous en remercie. Mon allocution de l'an dernier a traité du défi pour l'investisseur d'apprendre à gérer ses angoisses de volatilité à court terme en vue de réussir à générer un rendement adéquat à long terme. Nous avions aussi parlé de la crise de la classe moyenne aux États-Unis et de son impact sur le pouvoir américain. Nous avions également prévu que la très faible volatilité récente des dernières années n'allait pas durer et allait même contribuer à un excès de volatilité prochainement. C'est en plein ce que l'on vit depuis l'automne dernier, où les marchés des actions et des ressources naturelles connaissent de vifs soubresauts. Toutes nos présentations des dernières années sont disponibles en format vidéo sur notre site Internet dalpemillet.com. Celle-ci le sera également dans les prochains jours. Nous apprécions la générosité de nos clients qui nous réfèrent à leurs proches. Ces présentations sont pour ceux-ci un excellent outil d'introduction sur qui nous sommes. Les habitués de cette allocution annuelle savent que j'essaie à chaque année de dépasser le cadre de la lecture des événements du jour et d'apporter un éclairage à une perspective plus longue, tout en tentant de prévoir des tendances à moyen et long terme. C'est ce que l'on tentera de faire encore cette année. Notre budget annuel de recherche est sûrement un des plus élevés au Canada parmi les conseillers en placement. Je passe une partie importante de mon temps à lire l'opinion d'organisations et de personnes que je respecte. Malheureusement, ce n'est pas noir ou blanc en économie. D'ailleurs, le grand physicien danois Niels Bohr disait qu'il avait abandonné l'économie pour la physique nucléaire parce qu'il la trouvait moins compliquée. Il existe une multitude de nuances et de connexions cachées dans l'économie globale qui ne sont pas évidentes à l'observateur amateur. Il est très instructif de comprendre pourquoi deux personnes érudites diffèrent d'opinion sur un sujet en particulier. L'effort à comprendre m'oblige à digérer massivement les informations que je recueille tout en étant constamment à l'affût des biais, hypothèses et préconceptions des auteurs. Aussi, il n'est pas seulement question d'économie. L'histoire, la géopolitique et la psychologie font toujours partie de la recette. Simplement, je cherche à lire tout et sur un pan plus large que la majorité des gestionnaires de portefeuille. Je tends à être plus macro-orienté que marché-orienté. Et je remarque que les événements macro mènent éventuellement les marchés. Les événements qui marquent davantage nos vies ont le pouvoir de demeurer frais à notre esprit très longtemps. Que l'on pense à l'assassinat de Kennedy, au premier pas sur la Lune d'Armstrong ou aux actes terroristes de septembre 2001. Mais en plus, ceux-ci ont l'effet de brouiller notre perception du temps. La crise financière de 2008 se sera produite il y a 7 ans, en septembre prochain, mais elle secoue encore les économies et la perception des marchés et des risques comme si elle venait tout juste de se produire, ou presque. Aussi arbitraire et aléatoire que le calendrier grégorien par lequel nous célébrons le début d'une nouvelle année, les premières semaines de celle-ci constituent un bon temps pour considérer où l'on en est. Il n'y a rien d'intrinsèquement spécial de tourner, d'une allée à l'autre, la page du calendrier, mais c'est devenu au cours des siècles une tradition quasi universelle.
de contempler le décompte de la vie ainsi que celui des marchés et des économies. 2014 a été une année dans une longue chaîne de triomphes et de misères humaines. Les événements globaux macro marquants de 2014 sont, selon George Friedman de Stratford, premièrement, la poursuite du déclin de l'Europe. En fait, 2014 est spécial en Europe à cause de ce qui ne s'est pas produit. L'Europe n'a pas résolu ses problèmes économiques, politiques et sociaux récurrents. L'Europe, malgré son déclin, demeure une figure centrale dans le système mondial. L'économie de l'Union européenne, prise collectivement, est la plus grosse au monde et le continent demeure au centre du commerce mondial, de la science et de la culture. Son inhabilité à résoudre les problèmes ou réellement d'effectuer un progrès significatif en ce sens n'implique peut-être pas des armées ou des explosions, mais peut perturber le système mondial plus que tout autre facteur présent. L'échec de l'Europe à avancer vers une solution définitive d'un problème qui a commencé il y a 6 ans a des répercussions majeures. Ça soulève aussi la question à savoir s'il existe une solution. Il semble que s'il y en avait une, elle aurait déjà été trouvée compte tenu de la menace qu'elle pose. À chaque année qui passe, nous devons être ouverts à la possibilité que ce n'est pas une crise qui va passer, mais une nouvelle et permanente réalité européenne. Deuxièmement, historiquement, les tensions entre la Russie et la péninsule européenne et les États-Unis ont produit des guerres et des quasi-guerres, ainsi que la redéfinition des frontières. Le cas de l'Ukraine en 2014 et encore aujourd'hui alimente ces tensions. Troisièmement, la désynchronisation de l'économie mondiale a certes été mise en lumière en 2014 et continue de l'être. La croissance en Europe sera très faible en 2015, avec certaines régions en récession et même en dépression. La Chine voit sa croissance ralentir après une quinzaine d'années frénétiques. Le Japon est en récession et fait toutes sortes d'expériences pour s'en sortir. Et les États-Unis, qui croient à un rythme décent, avec 4 % de croissance en moyenne depuis 6 mois. Les centres économiques du monde sont complètement désynchronisés, non seulement statistiquement, mais aussi structurellement, indiquant qu'un changement majeur dans comment le monde fonctionne est en train de s'opérer. Cette désynchronisation du système international soulève même la question sur la signification de la globalisation. Après John Maynard Keynes et Milton Friedman, les économistes sont à la recherche d'un nouveau théoricien qui saura leur expliquer comment le monde fonctionne maintenant depuis 2008. Quatrièmement et finalement, 2 diplomates britanniques et français ont redessiné la carte de l'Europe entre la Méditerranée et la Perse après la Première Guerre mondiale. Ils inventèrent des pays comme le Liban, la Jordanie, la Syrie et l'Irak. Quelques-uns de ces États-nations sont en tumulte. La question est de savoir si les gouvernements nationaux vont se réaffirmer de façon décisive ou est-ce que la fragmentation va se poursuivre. Revenons sur le phénomène de la désynchronisation. Pour comprendre le monde en 2015, il est préférable de penser à 4 tendances qui sont divergentes, selon Neil Ferguson. La première, et la plus évidente, est entre les stimulateurs monétaires et les autres. Alors que la Fed américaine et la Banque d'Angleterre ont signalé leur intention de resserrer prochainement les cordons monétaires en haussant, entre autres, les taux d'intérêt, la Banque du Japon vient de lancer un plan hyper agressif de quantitative easing. La Banque centrale en Europe, quant à elle, vient d'annoncer qu'elle allait dans le même sens pour renverser 2 années de contraction mal avisée des stimuli monétaires. Et chez nous, la Banque du Canada vient de réduire son taux d'intérêt principal. La seconde divergence est entre les exportateurs et les importateurs d'énergie, dans le contexte de la chute spectaculaire de quelque 50 % du prix du pétrole des derniers mois. En l'absence d'un rebond significatif en 2015, les perspectives sont aussi mauvaises pour les exportateurs qu'elles sont bonnes pour les importateurs. Nous y reviendrons dans quelques minutes. La troisième divergence est celle politique entre les démocraties et les autocraties. La majorité des démocraties sont maintenant caractérisées par de multiples partis, des résultats électoraux serrés
et par conséquent des gouvernements relativement faibles. Dans les autocraties, en contraste, des hiérarchies corrompues renforcent leur emprise sur le pouvoir grâce à de vieilles et nouvelles formes de coercition, de la brutalité policière au Venezuela au contrôle Internet en Russie. Finalement, il existe une quatrième divergence entre ce que Ferguson appelle le pouvoir soft et hard. Le président Obama, par exemple, a démontré sa préférence pour le pouvoir du type européen soft. Mais le pouvoir hard demeure persistant, que l'on pense aux façons de faire du président Poutine en Russie ou à l'utilisation de la violence de l'État islamique ou des talibans. Le marché est plus volatile depuis quelque temps, en partie en raison des inquiétudes sur le ralentissement de l'économie globale et le manque de synchronisme dans la gestion économique des pays du monde. Peut-être, mais il est aussi possible que celui-ci réagit exagérément. Voici quelques statistiques qui sont passées sous le radar dans la foulée des nouvelles négatives. En décembre dernier, les importations de pétrole de la Chine ont atteint leur plus haut niveau jamais observé, en hausse de 13 %. Ces importations de cuivre, en décembre, ont raté un record de peu. Un autre bon indicateur de la vigueur de l'économie mondiale est l'indice Purchasing Managers, qui est en territoire de croissance partout au monde, incluant l'Europe et le Japon. Il me semble qu'il est trop tôt pour jeter la serviette de la présente croissance mondiale, même si elle est plutôt faible. Le boom des ressources naturelles de la dernière décennie a toutes les apparences d'une bulle spéculative. Vaste participation des épargnants individuels au travers des fonds mutuels et les placements indiciels, investissement massif des caisses de retraite, la croyance que cette fois-ci c'était différent et que le phénomène allait durer éternellement ou presque. 2014 a certes constitué un réveil et un éclatement des perceptions. Peu importe les raisons du dégonflement de la bulle, que ce soit la fin du quantitative easing aux États-Unis ou ralentissement en Chine, ce fut sûrement un des faits marquants de 2014. Et il continuera à causer des remous pendant des années encore. Un prix plus bas pour les ressources naturelles, et en particulier pour le pétrole, garde plus d'argent dans les poches des consommateurs au lieu de l'envoyer dans les coffres d'État en Russie, au Venezuela, au Nigeria ou en Arabie saoudite. Une chute du prix du pétrole a toujours causé des troubles économiques importants et même des crises financières dans les pays ou régions productrices. Mais ces problèmes ont toujours été plus que compensés par la hausse de la consommation et de l'investissement des usagers de pétrole. Cette balance expansionniste faisait du sens économiquement selon GAFCAL Economics, car les principaux producteurs de pétrole ont un taux d'épargne beaucoup plus élevé que les pays consommateurs et parce que les plus grands bénéficiaires sont les pays pauvres qui ont une forte propension à la consommation. En plus, des prix de ressources plus bas réduisent les anticipations d'inflation, contribuant à des taux d'intérêt plus bas, un phénomène stimulant le crédit et par conséquent la consommation et l'investissement. En parlant des difficultés des producteurs de pétrole, il est assez clair qu'au prix actuel du pétrole, le boom que connaît le Texas sera difficile à maintenir. Cet État américain a produit 40 % de tous les emplois créés aux États-Unis depuis la crise de 2008. En 2013, la ville de Houston a vu la construction de plus de nouvelles maisons que tout l'État de la Californie. 35 à 40 % de toutes les dépenses en capital aux États-Unis depuis 5 ans proviennent du secteur de l'énergie. Seuls les États américains impliqués dans le secteur énergétique ont connu une progression de l'emploi depuis 2008. Depuis 5 ans, sans la contribution du secteur énergétique, l'économie américaine serait demeurée en récession. Sans parler du Canada, qui vient à peine d'annoncer une redistribution de son surplus budgétaire prévu, surplus qui vient de disparaître avec la chute des redevances fiscales liées à l'énergie.